Salut les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour 5 nouveaux threads d'horreur. Vous savez quoi, on va pas perdre plus de temps, ouais je sais, t'étais pas prêt, mais si tu veux, tu peux mettre pause, aller te chercher un petit truc à manger ou à boire et t'installer confortablement. Alors en fait non, avant que commence ces threads d'horreur, j'ai une petite question pour toi, est-ce qu'une vidéo bonus pour demain ça t'intéresse? Je te dis ça, mais moi en fait je suis déjà en train de la tourner, donc si vous êtes chaud, et ben clairement vous l'aurez, sinon ce sera pour un autre jour. Cela s'est produit il y a environ 4 ans. Samantha et sa copine avaient toutes les deux 21 ans à l'époque. Elles roulaient sur l'autoroute 1 après Davenport en Californie. Elles avaient passé la journée à la plage et à parcourir des routes secondaires dans la Jeep de Samantha. Comme il commençait à se faire tard, elles ont décidé de rentrer chez elles. Bon, si tu connais pas la Californie, l'autoroute 1 passe par des tronçons situés sur des falaises au-dessus de l'océan, avec des places de stationnement où les gens s'arrêtent souvent pour admirer le coucher du soleil. À ce moment-là, elles étaient sur un tronçon de route assez isolé, loin de toute habitation ou de commerce. Samantha est passée devant une aire de stationnement particulièrement agréable, où il y a presque toujours une voiture garée au coucher du soleil. Mais pour une fois, c'était vide. Comme c'était l'heure du coucher du soleil, elle a fait demi-tour et s'est garée sur place. L'endroit était petit, avec un énorme monticule de terre d'un côté et une falaise abrupte de l'autre, avec un sentier qui montait à environ 20 mètres. L'écart entre les deux côtés faisait environ 5 mètres. Le monticule de terre était du côté passager et la falaise du côté conducteur. Elles étaient assez proches du bord, mais il y avait un monticule de terre de taille moyenne pour empêcher les voitures de tomber de la falaise quand même. Bref, elles étaient plutôt contentes de l'endroit. Elles se sont donc installées à l'arrière de la Jeep face à l'océan, regardant le ciel devenir rouge. C'était super agréable. Environ 25 minutes plus tard, Samantha est sortie pour récupérer la bouteille d'eau de sa copine à l'avant de la voiture. Elle est revenue à l'arrière et juste après cette assise, un SUV BMW noir est arrivé. Il n'y avait de place que pour une voiture dans cet endroit restreint. Théoriquement, 2 voitures pouvaient s'y garer, mais il aurait fallu que l'une d'elles se gare directement devant la première, bloquant ainsi la sortie. Et c'est exactement ce que ce type a fait. Samantha, elle était super gênée. Elle pensait que c'était impoli de bloquer quelqu'un dans un endroit aussi petit. Sa copine lui a alors dit « c'est quoi ça ?» Samantha lui a alors répondu « je sais, c'est vraiment un petit con. » Et sa copine a ajouté « Non, je veux dire, j'ai vu cette voiture passer quand je suis allé chercher mon eau. Et le gars m'a regardé. C'est bizarre qu'il ait fait demi-tour et qu'il se soit garé ici. » Cela rend la situation encore plus étrange et agaçante. Mais comme la soirée était belle, elles ont décidé de l'ignorer, pensant que le gars partirait probablement dans quelques minutes. Elles ont donc continué à profiter du coucher de soleil. Après environ 10 minutes, le conducteur est sorti de la voiture. C'était un homme d'apparence soignée, probablement à la fin de la quarantaine ou au début de la cinquantaine, mesurant environ 1,95 m. Il portait une chemise boutonnée et une cravate. Il a regardé autour de lui, puis s'est dirigé lentement vers l'arrière de la Jeep, du côté passager. Il a salué Samantha et sa copine qui ont répondu poliment. Il y a eu un silence, puis il a regardé par-dessus le bord de la falaise et a dit « Ah, c'est loin tout ça ». Ensuite, il les a regardés avec un demi-sourire inquiétant. Samantha a trouvé cela étrange et a simplement répondu avec un rire forcé. « Ah ouais, c'est sûr que c'est loin ». Puis, il a demandé « Vous avez pas des cigarettes? Peut-être quelque chose de sain, comme des American Spirits ?» Samantha se dit dans sa tête « Quelque chose de sain? Des cigarettes? Il y a un petit problème. » Mais étrangement, Samantha avait effectivement des cigarettes American Spirits sur son tableau de bord à l'avant. Bon, il les avait sans doute vues, ce qui rendait sa manière de poser la question un peu bizarre. Elle lui en a donc donné une et il a dit « merci ». Il est retourné à sa voiture et a commencé à fouiller à l'arrière. Samantha et sa copine se sont regardées. Samantha a alors dit « C'est pas un petit peu bizarre quand même ?» Et sa copine a répondu « Ouais, et pourquoi il a fait un commentaire sur la falaise ?» Après quelques minutes, l'homme est revenu avec une chaise pliante et un petit sac de sport. Il a posé le sac par terre, déplié sa chaise et s'est assis juste à côté d'elle, à environ 1 mètre. Samantha a remarqué qu'il n'avait plus la cigarette qu'elle lui avait donnée, et elle ne pensait même pas qu'il l'avait fumée. Il a alors commencé à leur poser des questions au hasard comme « Alors, vous êtes sans abri les filles ?» Et Samantha lui a répondu « Non, on n'est pas du tout sans abri », en riant à la fin pour essayer de jouer la carte de la détente et de ne pas paraître trop étrange. Puis alors, il a demandé « Vous êtes du coin, vous ?» Samantha a alors répondu « Ouais, on habite dans les montagnes, près de l'autoroute 17. » Il a alors dit « Ah, c'est assez loin d'ici, non ?» Elle a alors dit « Ouais, c'est environ 30-45 minutes, donc non, c'est pas trop loin. »
Le soleil commençait à se coucher et l'homme, fouillant dans son sac de sport, a sorti des verres et une énorme bouteille de vodka. Il leur a alors dit « Vous en voulez les filles ?» Samantha a répondu « Non merci, on est bien ». Il a insisté « Allez, détendons-nous un petit peu ». Et Samantha a alors dit « Non, moi je dois conduire donc c'est mort ». Le gars commence à se servir et leur dit « À votre convenance ». Et il se met à boire un énorme verre. Samantha et sa copine se sont échangés des regards du genre « C'est vraiment bizarre hein ». Elles sont restées là, dans un silence gênant, pendant environ 10 minutes. Il y avait une sorte de tension étrange dans l'air. Puis, sorti de nulle part, il a demandé « Alors, est-ce que quelqu'un sait que vous êtes ici ?» Forcément, drapeau rouge, oui. À ce stade, Samantha commence à être vraiment agacée, parce que cet homme gâchait la soirée avec son comportement effrayant et ses questions. Elle a donc répondu très sèchement « Oui ». L'homme a simplement hoché la tête, sans rien dire de plus. La situation devenait de plus en plus étrange et Samantha avait un mauvais pressentiment. Elle a finalement dit à sa copine « Bon, on devrait peut-être y aller, non ?» Et sa copine a immédiatement répondu « Allez, let's go !» Samantha s'est levée et sa copine a rampé par la banquette arrière jusqu'au siège passager avant. Samantha a refermé la porte arrière et immédiatement, l'homme a tourné la tête vers elle d'une manière presque comique et effrayante. « Et comment tu vas sortir si je te bloque comme ça ?» Samantha l'a pensé, mais c'est quoi ce type? Mais c'est vrai qu'il avait raison. Elle a essayé de rester calme et a répondu « je pense que je vais m'en sortir ». Elle est montée dans sa Jeep, a verrouillé les portes et a démarré le moteur. Sa copine lui a dit qu'elle voyait l'homme fouiller à nouveau dans son sac de sport. Samantha a commencé à sentir l'adrénaline monter et les choses ont commencé à aller vite. Sans prêter attention à l'homme, elle a enclenché les 4 roues motrices. Il y avait juste assez de place entre sa voiture et la falaise pour qu'elle puisse incliner le côté conducteur vers le haut. La Jeep de Samantha était inclinée à un angle de 45 degrés au bord de la falaise. Elle a appuyé sur l'accélérateur et en regardant dans son rétroviseur, elle a vu l'homme marcher rapidement vers elle. Samantha a réussi à passer à peine devant sa voiture sans la heurter ni renverser la Jeep. Et une fois qu'elle l'a fait, elle a filé rapidement. Et sa copine et elle se sont exclamées « On n'est pas passé loin ». En regardant en arrière, elles ont vu l'homme se tenir là, avec une expression vide sur le visage. Il tenait quelque chose de long dans sa main droite, près de son côté. Samantha n'en est pas sûre, mais elle jurerait que c'était un énorme couteau. Il est resté là, à les regarder pendant un instant, puis a commencé à ranger rapidement ses affaires. Samantha a dû s'arrêter un bref instant pour remettre la Jeep en 2 roues motrices avant de reprendre la route à toute vitesse. Elles ont vu l'homme se retirer et repartir dans la direction opposée. Et elles ne l'ont plus jamais revu. Depuis ce jour, Samantha ne se gare plus jamais le long de l'autoroute 1 à la tombée de la nuit. Au final, j'aime beaucoup cette histoire, donc elle sera peut-être en premier dans la vidéo. Puisque là, normalement, elle est censée être en 4. Non, mais elle est toujours plus... Quoi qu'il en soit, on passe au prochain thread d'horreur. Et la caméra, elle pète un câble. Voilà, tout va bien. Bounce, bounce, bounce. Nous sommes au début des années 90 et Monica a alors 6 ans. Elle vit avec ses parents et ses frères dans un duplex. Les événements de cette nuit-là sont encore gravés dans sa mémoire, même après toutes ces années. Pour que tu puisses visualiser la maison, ils vivaient dans une maison au bout d'un complexe, avec une porte coulissante en verre dans le salon, donnant sur les bois. Le canapé était adossé à un mur à moitié devant la porte coulissante en verre, mais orienté de manière à permettre de voir la télévision, qui était contre le mur à côté de la porte. C'était une de ces vieilles grosses télévisions à tubes avec des boiseries. Un vendredi soir, le père de Monica n'était pas rentré après avoir bu. Alors, sa mère et elle ont décidé de camper sur le canapé et de regarder un marathon de films d'horreur. À noter que le père de Monica était souvent très ivre et violent. Alors, sa mère dormait souvent avec un couteau à côté d'elle les nuits où il rentrait tard. C'était une période difficile pour la famille, mais ils faisaient de leur mieux pour surmonter ces épreuves. Ce couteau, qui n'était qu'un couteau de cuisine, allait jouer un rôle important plus tard dans la nuit. Ce soir-là, Monica et sa mère regardaient Halloween, grignotant des collations et riant, passant un bon petit moment ensemble. On rappelle qu'elle a que 6 ans, normalement elle n'est pas censée regarder ce genre de film, mais bon bref. Elles se sont finalement endormies vers 22 h sur le canapé, sa mère la tenant dans ses bras, le dos tourné au canapé. La prochaine chose dont Monica se souvient, c'est de s'être réveillée en entendant sa mère crier. Crier n'était pas inhabituel chez eux, car son père était, encore une fois, un ivrogne violent. Mais cette fois, en ouvrant les yeux, Monica voit un homme grand et mince, portant un sweat à capuche noire, debout au-dessus d'elle.
Et ce n'était clairement pas son père. Leurs regards se sont croisés et Monica est restée figée. Sa mère, réagissant rapidement, a attrapé le couteau sur la table basse et s'est jetée sur l'homme. Celui-ci a trébuché en arrière, a retrouvé son équilibre puis s'est enfui par la porte coulissante en verre qui était ouverte. La mère de Monica s'est levée d'un bond, a claqué la porte et l'a verrouillée avant d'appeler la police. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont expliqué que l'homme avait probablement utilisé un couteau pour déverrouiller la porte. Ils ont également remarqué une tonne de mégots de cigarettes devant la porte coulissante, des mégots qui ne correspondaient pas à ceux de ses parents. La police a conclu que l'homme était probablement resté là à les observer toute la nuit avant de finalement trouver le courage d'entrer. Les policiers ont également révélé qu'ils avaient reçu plusieurs appels concernant un voyeur correspondant à sa description dans leur complexe au cours des 2 derniers mois. Pour une raison quelconque, cet homme avait choisi leur maison comme première cible. Peu de temps après, les parents de Monica ont divorcé et la famille a emménagé chez sa grand-mère. Heureusement, plus aucune rencontre effrayante de ce genre n'a eu lieu depuis. Pourtant, encore aujourd'hui, Monica vérifie toutes les serrures avant de se coucher. 2 fois. Elle a également installé une barre de sécurité dans leur porte coulissante en verre. Et regarder par la fenêtre la nuit continue de lui donner un sentiment de malaise à l'idée que quelqu'un pourrait être là, dehors, en train de l'observer. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce premier thread. Tranquille, on y va tranquille. Bon, on y va tranquille quand même, le gars il vient, il a stalk et tout. Ok, bon, pourquoi? Je sais pas les mots. Allez, prochain thread d'horreur. Il y a de ça 4 ans, Elisa vivait encore chez ses parents, sa mère et son beau-père, dans un hameau de 5 maisons. Ils connaissaient donc tous les voisins et n'avaient aucune animosité envers eux. Leur maison est entourée d'une forêt. Certaines parcelles appartiennent à l'entreprise d'un de leurs voisins et le reste leur appartient. Le seul vis-à-vis était la maison d'à côté, qui donnait vers leur piscine et le fond du jardin, entouré de cette forêt. C'était une nuit d'été et leur chien était dehors avec eux pour profiter d'un barbecue qui s'était éternisé. La raison était que le frère de son beau-père et ses 2 filles étaient venus leur rendre visite. Ils ne sont rentrés qu'à 2h du matin après avoir discuté sur la terrasse. Mais à peine 10 minutes après leur retour, une des filles du frère de son beau-père leur explique que les chiens ont un comportement bizarre, qu'ils se battent. Sa mère, connaissant bien leur chien, lui dit que c'est normal et qu'ils se livrent juste à un concours pour déterminer qui est le plus fort sur leur territoire. Mais Lucie, on va l'appeler ainsi, est formelle. Les chiens bavent et semblent enragés. Ils sortent peu convaincus et c'est le début d'une descente aux enfers. Leurs chiens ont les babines mousseuses, le regard vide et agressif. Directement, sa mère les rentre à l'intérieur et ils commencent à vomir en quantité monstrueuse. 2 des 4 chiens sont touchés. Pendant qu'il cherche un vétérinaire de garde, son beau-père sort et tombe sur un sachet d'antilimace qui avait été jeté vers leur piscine. Problème, soit le voisin l'avait jeté, soit quelqu'un était passé par la forêt et avait attendu qu'ils rentrent en les observant. Les chiens sont emmenés chez le vétérinaire et le lendemain, l'un d'eux décède des suites de l'empoisonnement. Il trouve alors des traces de pas qui s'enfoncent dans la forêt. Il décide donc d'installer des caméras de surveillance. Une voiture noire passe plusieurs fois par jour devant chez eux et accélère en voyant que les chiens sont toujours en vie et aboient frénétiquement. Des choses ont également disparu, la carte grise d'une de leurs voitures, le permis de moto de son demi-frère ainsi que de l'argent. Et depuis, ils n'ont plus jamais eu de nouvelles. Elisa avoue avoir eu du mal à dormir les nuits qui ont suivi ce drame et avoir développé un TOC depuis. Elle vérifie toujours que tout est bien fermé et que personne ne rôde dans la forêt. PS, ce n'était pas la première fois que cela arrivait dans le voisinage. Mais bizarrement, le seul chien qui reste dehors jour et nuit chez un de leurs voisins n'a jamais rien eu. Alors cette histoire, je vous l'ai prise pour vous dire que effectivement, je connais ce genre de choses puisque ma grand-mère habite une maison et la maison d'à côté a également eu quelque chose comme ça. Donc là, on passe un peu à la partie storytelling. Mais effectivement, il y a de la viande qui avait été envoyée chez les voisins de ma grand-mère. Ils avaient 2 gros bas rouges. Voilà, je vais mettre une photo de ce que c'est. C'est typique des films. Tu mets 2 barres rouges en mode sécurité. Hop, ça passe pas. Et bah, il y avait 2 gros chiens comme ça. Et ils ont envoyé de la viande avec dedans. Alors, je sais pas ce que c'est. Hein, des médicaments et tout, j'imagine. Pour faire en sorte que l'animal meure. Et heureusement, étant donné que c'était des chiens assez costauds, eh ben ils ont eu des dégâts certes, mais ne sont pas morts de ça. Donc voilà, c'est arrivé. Donc effectivement, je connaissais moi aussi, ça m'est arrivé. Enfin, c'est pas arrivé à mes chiens et tout,
mais en tout cas au chien d'à côté, c'est arrivé. Donc heureusement que c'était des gros bas rouges qui ont un système, peuvent se permettre d'ingérer plus de substances nocives, mais ouais, voilà, tu vois le délire, comme quoi ça arrive, effectivement. Pour après, vous imaginez bien cambrioler ou quoi, hein, donc voilà, donc clairement, on n'est pas là sur du gentil. Voilà, allez, prochain thread d'horreur. Alors, juste avant que commence ce thread d'horreur, n'oublie pas, un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne et je vous remercie tous ceux qui le font. Allez, on reprend avec le thread. Cette histoire se passe quand Kat avait plus ou moins 5 ans et chaque année, à peu près à la même période, elle en rêve assez clairement. Kat vit à l'époque dans un immeuble où presque tout le monde se connaît, ainsi que dans les immeubles alentours. Parmi les résidents, il y avait un petit groupe d'enfants et d'adolescents qui jouaient fréquemment ensemble. Son frère Will, âgé de 10 ans, 5 ans de plus qu'elle, en faisait également partie. Le lieu de son enfance avait une particularité. La quasi-totalité des résidents étaient musulmans. Et leur immeuble se trouvait à l'endroit d'un embranchement de rue assez espacé. Lorsque le ramadan arrivait, tout le monde sortait après le repas pour jouer ensemble. En général, les garçons jouaient au foot et les filles discutaient ou s'occupaient avec les jouets qu'elles avaient ramenés. Mais il arrivait que tout le monde se mette d'accord pour jouer au même jeu. Ce soir-là, après un petit moment de jeu séparé, ils avaient décidé de faire une course. Vous vous souvenez que leur rue menait vers un embranchement de ruelles. Les rues en question faisaient partie d'un grand quartier résidentiel et d'affaires. Après le coucher du soleil, pendant le ramadan et le repas de l'iftar, elles étaient littéralement désertes, à l'exception d'une épicerie à un tournant de rue. Le groupe de 4 décide de courir. Ils déterminent la ligne d'arrivée, le portillon de fer qui mène à cette épicerie. Et paf, c'est parti. Sauf que tout le monde avait à peu près l'âge de son frère. Le plus âgé avait 12 ans et la plus jeune 8. Kat, elle n'en avait que 5. Rapidement, elle se fait distancer. Même en courant de toutes ses forces, l'écart se creusait de plus en plus. Elle pense même que les autres ne la considéraient pas vraiment comme une participante. Mais à l'époque, elle était têtue et voulait absolument être incluse. Alors qu'elle était seulement à la moitié de leur rue, son frère et les voisins tournent au coin et disparaissent dans des éclats de rire et des cris. Malgré cela, elle continue de courir. Contrairement aux autres, elle marche sur le trottoir en arrivant au coin. Il faut préciser qu'il n'y avait pas d'immeuble près du trottoir à ce coin de rue, mais un arbre dont les branches, non élaguées depuis longtemps, dépassaient du mur et assombrissaient l'endroit, malgré la lumière des lampadaires. Dans cette ombre, il y avait des hommes qui semblaient avoir la vingtaine et qui fumaient des cigarettes bizarres. Plusieurs années après, elle a compris que c'était des cigarettes magiques. Certains discutaient debout, d'autres étaient appuyés contre une voiture marron, qui ressemblait vaguement à une Peugeot 605 ou 406. En tout, il ne devait pas y en avoir plus de 5. 4 ralentit pour leur dire bonjour et les dépasser, afin de reprendre sa course. Mais l'un de l'arrête et lui demande son nom et où elle va. 4 se présente avec son prénom et son âge, et répond que son grand frère et ses amis faisaient une course et l'attendaient chez l'épicier, en pointant l'énorme source de lumière à l'autre bout de la rue. Le même gars soupire et lui demande si elle sait qui ils sont. Elle dit que non et commence à stresser, prenant des pas en arrière pour sortir de l'ombre des arbres. Et le gars va alors lui dire « On est des policiers, si tu veux passer par ici, il faut que tu nous donnes ta carte nationale. » Une énorme peur la prend et elle essaye d'expliquer qu'elle n'a que 5 ans, et donc qu'elle n'a pas l'âge d'avoir une carte d'identité quelconque, tout en croyant naïvement qu'elle parle à de vrais policiers. L'homme s'approche et lui dit qu'il est obligatoire d'avoir sa carte sur soi, peu importe l'âge, et qu'ils vont devoir l'emmener au commissariat avec eux. Il lui attrape le bras et par peur de causer des problèmes à ses parents, elle commence à pleurer pendant qu'il rit et la tire vers la voiture. Un de ses amis ouvre la porte arrière et Kat réalise qu'il y a un problème en remarquant la différence entre cette voiture et celle de police qu'elle voit à la télévision. Par réflexe probablement acquis en grandissant avec un grand frère, elle mord le bras de l'homme de toutes ses forces, malgré ses dents manquantes, et elle enfonce ses ongles dans sa peau. Il hurle de douleur et lui lâche le bras. Elle fait demi-tour et grâce à la distance qui la sépare du reste du groupe, prend la fuite vers son immeuble sans être attrapée. Elle entend ses cris et ses insultes derrière elle. Mais la longueur de la rue, qui lui paraissait interminable avant, ne lui prend qu'une trentaine de secondes à franchir sans se retourner. Elle dévale les escaliers qui mènent à la porte de l'entrée de l'immeuble et la trouve entrouverte. Elle fond en larmes dès qu'elle se ferme derrière elle. Kat pense qu'ils vont la suivre, frapper à la porte du concierge et demander à la voir. Elle reste donc près de la porte en pleurant, pour être sûre qu'elle est hors de danger. Des voisins du rez-de-chaussée l'entendent et sortent pour la calmer avant de la laisser rentrer chez elle. Elle ne dit rien ce soir-là à ses parents parce qu'elle a encore des doutes quant au fait que c'était de vrais policiers. Et elle est terrifiée à l'idée qu'ils puissent sonner à la porte après l'avoir suivie. Kat oublie l'incident l'année suivante, mais elle se trouve un jour dans une rue vide avec des lampadaires quelques temps plus tard. Et elle se souvient des événements.
Quelques années plus tard, elle en parle pour la première fois à son frère et à sa mère. Par chance, son frère se souvient de cette soirée et surtout de la voiture marron aux vitres teintées à laquelle elle avait eu affaire. Apparemment, le propriétaire de la maison à côté les avait chassés de là quand le groupe était revenu à leur point de départ, puisque l'odeur de la cigarette magique les avait dérangés. Et également, il faisait beaucoup de bruit. Mais ce qui la marque le plus, c'est que son frère, ni le soir même, ni en racontant ses souvenirs, n'avait remarqué son absence. Il se souvenait simplement qu'elle n'était pas avec eux au retour, mais n'avait aucune idée de quand elle avait disparu. Personne ne l'avait remarqué. Si elle avait été entraînée dans cette voiture, elle ne sait pas combien de temps cela aurait pris pour qu'on la retrouve, ou si on l'aurait retrouvée tout court. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread 1. Allez, on passe au prochain. Le mec est trop enjaillé, vraiment, mais bon, c'est comme ça. Betty grandit dans une petite ville de moins de 2000 habitants, où tout le monde connaît au moins les membres de ta famille. C'est une ville tranquille composée principalement de familles ouvrières de la classe moyenne. Les taux de criminalité sont bas et rien de grave ne se produit jamais, ce qui fait que Betty grandit en se sentant en sécurité. On est dans les années 90. Un jour d'été, Betty et son amie Jenny, toutes deux âgées d'environ 11 ou 12 ans, décident de partir faire une balade à vélo. Elles ont le droit de rouler où elles veulent, tant qu'elles ne quittent pas la ville et qu'elles portent leur casque. À ce moment-là, une nouvelle route est en construction entre les deux quartiers principaux de la ville. Cette route doit permettre un accès plus rapide à la route principale pour aller vers la ville voisine. Même si la route n'est pas encore complètement terminée, il ne reste que le pavage et la peinture à faire. Alors Betty et Jenny décident de s'aventurer sur cette route de gravier en vélo. Elles sont à mi-chemin sur cette route qui fait environ 1 km de long, quand elles remarquent un homme qui marche. Il semble avoir la trentaine et est plutôt beau. Ni Betty ni Jenny ne le reconnaissent. Alors qu'elle s'approche, il leur sourit largement et leur dit bonjour. Elles lui répondent avec un bonjour car il n'a rien de menaçant ou d'effrayant. L'homme leur demande si elles passent un bon été et elles répondent que oui. Puis il leur explique qu'il est photographe venant d'une ville voisine et qu'il est en ville pour rechercher des modèles pour sa nouvelle entreprise de cartes postales. Il leur dit qu'elles ont de beaux traits et les complimente d'une manière qui les fait se sentir spéciales. Il leur dit qu'elles pourraient être des modèles et leur demande s'il peut prendre quelques photos d'elles. Selon lui, elles ont exactement le look qu'il recherche et le paysage autour est parfait pour promouvoir la ville. Il est convaincu que ces cartes postales se vendront bien et qu'ils pourront tous gagner de l'argent. Enthousiastes, Betty et Jenny acceptent. L'homme leur demande de poser, les mains sur les hanches avec un grand sourire. Il sort alors un appareil photo jetable de sa poche arrière et commence à prendre des photos. En tout, il doit en prendre environ 10 sous différents angles. À un moment donné, Betty commence à se sentir un peu mal à l'aise. Elle suggère à Jenny qu'il est peut-être temps de rentrer à la maison. L'homme leur dit qu'il contactera leur directeur dès le premier jour d'école pour leur donner un peu d'argent des ventes de ces cartes postales. Naïvement, elle confirme qu'elles vont bien à l'école primaire locale. C'est la seule école primaire de la ville, donc c'est pas difficile à deviner. Mais elle ne s'en rappelle pas, même aujourd'hui, lui avoir donné leur nom. Ce détail deviendra important pour plus tard. Sur le chemin du retour, Betty et Jenny parlent avec excitation de leur future célébrité. Pourtant, Betty se demande pourquoi l'homme n'avait pas un appareil photo professionnel. Jenny se pose également la question, mais elle se convainc que les appareils photo professionnels sont probablement chers et qu'il ne voulait peut-être pas risquer de l'abîmer en cas de pluie. Ce soir-là, au dîner, Betty raconte à ses parents qu'elle pourrait bientôt devenir célèbre grâce aux cartes postales. À sa grande surprise, ses parents sont horrifiés en entendant l'histoire et appellent immédiatement les parents de Jenny. Les deux familles décident de contacter la police et font des déclarations. Pourtant, la police minimise l'incident, affirmant que c'était certes étrange mais qu'aucun crime n'avait été commis. Malgré cela, les parents de Betty lui donnent une longue leçon sur la sécurité, tout comme les parents de Jenny le font avec elle. Quelques mois plus tard, au printemps suivant, Betty et Jenny sortent ensemble, un peu plus âgées, plus sages et beaucoup plus prudentes. Alors qu'elles marchent tranquillement dans une rue calme, parlant de musique et d'émissions de télévision, une camionnette s'approche d'elles et ralentit. Une femme à l'air sympathique leur demande si elles savent où se trouve Smith Road. Betty et Jenny lui expliquent qu'elle doit simplement continuer tout droit pendant moins d'1 minute, puis prendre le premier virage à droite. Mais la femme insiste, disant qu'elle a du mal à trouver la route, et elle leur demande si ça les dérangerait de monter dans la camionnette pour lui montrer le chemin. Instinctivement, Betty refuse immédiatement, suivie de Jenny. C'est alors que la femme leur dit que ce n'est pas grave, car elle sait qui elles sont. Elle les appelle toutes les deux par leur prénom et ajoute qu'elle les a vues sur une carte postale. À
À ce moment-là, Betty et Jenny commencent à paniquer. Elles se trouvent sur un tronçon de route sans maison et la maison la plus proche est à environ 100 mètres. À cette époque, il n'était pas courant d'avoir un téléphone portable, donc ni Betty ni Jenny n'en ont un. La femme continue d'insister pour qu'elle monte dans la camionnette. Jenny, habituellement très bavarde, est étrangement silencieuse. Elle fixe le véhicule intensément, son corps tendu par la peur. Soudain, comme sortie de nulle part, Jenny crie « Allez, cours !» Sans réfléchir, Betty s'élance en courant, suivant Jenny à travers un champ jusqu'à une cour dans une autre rue. Betty reconnaît la cour et la maison. Elles appartiennent à un de leurs professeurs d'école. Elle frappe à la porte et quand la professeure ouvre, elle lui raconte tout ce qui vient de se passer. C'est alors que Jenny dit quelque chose que Betty n'oubliera jamais. Jenny explique qu'elle a vu le photographe de l'été dernier accroupi dans la dernière rangée de sièges de la camionnette. Elle avait senti que quelque chose de grave allait se produire. La police et les parents des filles sont de nouveau appelés. Betty et Jenny font des déclarations, fournissent une description du véhicule ainsi que des descriptions de l'homme et de la femme. Malheureusement, la police ne parvient jamais à retrouver ces personnes. Ni Betty ni Jenny ne les ont jamais revues. Après ces rencontres, Betty et Jenny développent une méfiance profonde envers les étrangers du village, même ceux qui semblent gentils. Betty est hantée par des cauchemars où elle se voit kidnappée, bien après l'adolescence. Betty sait que les choses auraient pu tourner bien plus mal si quelques détails avaient été différents. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé tous ces petits threads d'horreur. Si c'est le cas, vous connaissez un petit pouce bleu et un abonnement. Et si jamais tu n'as pas vu la vidéo de mardi, je t'invite clairement à aller la voir. Enfin, de toute façon, je t'en propose deux. Allez, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Ciao les petits potes.